beaucoup l'ont dit dans le chat, je vous invite vraiment, s'il vous plaît, à couper toutes et tous vos micros, parce qu'on est très, très, très nombreux. Je suis ravi de voir que j'aurai mon plus grand public aujourd'hui. Du coup, vous avez certainement rien entendu de ce que je vous ai dit auparavant et je m'en excuse. On est ici, donc je suis Adrien Esclade, je suis l'adjoint à la chef de bureau à la santé sexuelle au sein de la Direction générale de la santé. Je suis accompagné d'une partie de mon équipe ainsi que de la chef de bureau, le docteur Sophie Lebris. Et on est là évidemment pour parler de la réforme des Corévis en Corrèze. Je vous partageais en fait une présentation qu'on vous a faite. Je me permets juste de vous le dire en introduction. La manière dont ça va se passer là pendant cette heure, je vais d'abord vous présenter l'intégralité des slides qui répondent finalement à la réforme en cours en lien avec le décret. Et après, je vous laisserai la parole pour poser des questions. Je vous le dis notamment parce que je n'ai pas de visibilité. Une fois que je vais partager la présentation, je ne vous verrai plus sur le Teams. Donc, je finirai ma présentation et ensuite, on prendra vos questions. Donc, je vous invite à juste attendre la fin de la présentation. Et donc, je vous repartage du coup le PowerPoint tel qu'il était prévu. J'espère que vous le voyez bien toutes et tous. Et donc, je reprends du coup cette présentation à cette slide 2 qui est importante pour pas qu'il y ait d'incompréhension dans le cadre de cette présentation qu'on fait. Cette présentation, elle porte uniquement sur le contenu du décret qui a été publié en juillet, ainsi que la FAQ qui a été produite sur le site du ministère. Elle ne parlera pas des travaux en cours, elle ne parlera pas des travaux notamment sur le cahier des charges, parce que ça, c'est dans le cadre du groupe de travail que la DGS pilote. Donc, on n'abordera pas les points techniques, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez déjà pu aborder dans le cadre des échanges que vous pourriez avoir. Vraiment, on va uniquement se concentrer sur le décret, celui qui a été publié, ce qu'on a voulu faire et ce que ça implique pour la suite. Voilà, je veux juste pas qu'il y ait d'incompréhension dans le cadre de cette présentation. Et du coup, je l'ai dit, mais vous n'aviez sûrement pas entendu, cette présentation est filmée et sera publiée sur le site du ministère, notamment pour permettre à des personnes qui n'auraient pas pu être présentes de regarder ce webinaire. Et je pense tout particulièrement aux Outre-mer pour des questions de décalage horaire. Voilà, donc je poursuis du coup ma présentation et vous parle du coup de l'objectif de cette réforme et de pourquoi cette réforme. Vous le savez bien, le Bureau de la santé sexuelle au sein de la Direction générale de la santé travaille dans le cadre d'une stratégie nationale de santé sexuelle. Cette stratégie se décline en feuille de route, celle qui est actuellement en cours étant la feuille de route 2021-2024. Et parmi les actions prioritaires, celle de la coordination de la santé sexuelle. Dans le cadre de cette action-là, nous avions notamment saisi l'IGAS, qui avait produit un rapport qui notamment appelait à une réforme des Corévis. Et c'est cette réforme qui a été menée, notamment pour pouvoir développer une approche globale et positive en santé sexuelle en cohérence avec les évolutions de notre société, recentrer les Corévis sur la coordination des acteurs en santé sexuelle, prendre en compte les besoins des personnes vulnérables en santé sexuelle, lutter contre les inégalités territoriales et sociales de santé, et bien sûr, encourager les partenariats avec les autres acteurs du champ de la santé sexuelle. Tous ces objectifs-là, qui sont partagés par toutes et tous, que vous avez sur le terrain, dont on a bien conscience, sont d'ailleurs du coup mis actuellement en route. Et cette réforme est d'ailleurs bien le premier jalon de tout ce que nous souhaitons faire dans le cadre de cette stratégie et de cette feuille de route. Donc, comment cette réforme a-t-elle été élaborée? Donc, je vous l'ai dit, c'est bien sûr le décret du 3 juillet 2024 relatif à la coordination de la santé sexuelle que vous avez toutes et tous lu. Ce décret, en fait, il est l'aboutissement d'un long travail de collaboration entre, d'une part, la Direction générale de la santé et la Direction générale de l'offre de soins, deux directions pilotes des Corévis, les agences régionales de santé, bien évidemment, qui sont tout d'abord partie prenante, parce que ce sont elles qui mettront en œuvre cette réforme sur le territoire. Le groupe d'interface nationale des Corévis, le GIN, que vous voyez présent sur cette slide, qui comprend donc des représentants des Corévis, des ARS, des CEGID, des associations, notamment AIDS, SIDAction et Médecins du Monde, de la SFLS, de Santé publique France et notamment de la cohorte FHDH. Et enfin, bien sûr, la Fédération hospitalière de France, car vous le savez, et je n'en doute pas, que les Corévis sont actuellement portés au sein des établissements de santé et qu'il nous paraissait important d'avoir la Fédération hospitalière de France parmi les acteurs avec qui nous devions discuter.
Parmi les objets de cette réforme, il y a évidemment un décret, mais aussi la publication d'un arrêté qui fixe le cahier des charges. C'est bien ce que je disais en introduction, ce qui ne sera pas mentionné aujourd'hui car les travaux sont encore en cours et ne sont pas achevés. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'à la fin de ces travaux et qu'une fois l'arrêté publié, nous puissions reproduire ce webinaire sous un autre format pour justement expliciter l'arrêté comme on va le faire aujourd'hui vis-à-vis du décret. Ces travaux en cours nous montrent aussi un peu un objectif global de cette réforme. Je vais parler certainement un peu de légistique et d'administration, mais il est aussi important que vous puissiez comprendre. L'objectif aussi de cette réforme était de simplifier la manière dont on écrivait les textes. Et dans le précédent décret qui instituait les corévies, beaucoup de choses qui avaient attrait à leur fonctionnement étaient dans le décret. Il a été décidé pour des questions de simplicité et de flexibilité de descendre le niveau réglementaire du décret à l'arrêté pour justement se donner de la souplesse dans notre manière de travailler. C'est pour ça que le décret est en cela plus concis, plus synthétique, que ne l'était le décret auparavant sur les corévies, pour justement nous donner plus de capacité de travail et d'adaptation, le cas échéant, si on devait modifier l'arrêté dans les années à venir. Alors, vous le voyez bien, et ça a été d'ailleurs un des points importants dans le cadre de notre collaboration avec tous les acteurs, c'est l'entrée en vigueur de la réforme. Vous le savez, les corévies sont des structures importantes avec de nombreux agents qui travaillent dedans, de nombreux acteurs qui participent à ces corévies. Il nous semblait absolument indispensable de nous donner le temps. Nous donner le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en effet, l'entrée en vigueur du décret est prévue pour le 15 mars 2025. Donc, en l'état actuel des choses, à ce jour, les corévies sont toujours en vigueur. À partir du 15 mars, officiellement, le terme corévie disparaîtra des textes pour devenir CORES, celui que vous connaissez, qui permettra ensuite de prendre l'ampleur des nouvelles missions qui ont été écrites dans ce texte. Pourquoi on a fait une entrée en vigueur différée? D'une part, pour nous laisser le temps. On savait qu'on était un peu contraint par ce qui s'est passé l'été dernier, et je ne reviendrai pas sur le contexte, mais il nous fallait nous laisser le temps de pouvoir produire cet arrêté qui fixe ce cahier des charges. C'est les travaux en cours. Et ensuite, produire certainement une note ou une instruction à destination des ARS pour les accompagner dans la mise en œuvre de cette réforme. On sait que cette réforme, elle implique la nomination de nouveaux membres, la constitution de nouveaux collèges, la question des ressources humaines. Toutes ces questions-là nécessitaient de pouvoir prendre le temps de les mettre en œuvre et de les sélectionner. Quand je vous dis le 15 mars 2025, je cherche aussi tout de suite à vous rassurer, ce n'est pas parce qu'au 15 mars 2025 que les CORES entrent en vigueur que l'intégralité de la réforme doit entrer en vigueur pour le 15 mars. Ça ne veut pas dire qu'au 16 mars, tous les contrats qui avaient été signés dans le cadre des corévies vont s'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'au 16 mars, l'intégralité des CORES devront immédiatement prendre la forme que la réforme appelle d'eux. Le 15 mars, on s'est donné le temps de pouvoir produire les textes complémentaires, essayer d'accompagner au mieux les acteurs, mais bien évidemment, cette réforme va prendre plus de temps. Elle va prendre plusieurs mois, peut-être plusieurs années, et du coup, pas d'inquiétude sur cette date du 15 mars, il n'y aura pas un Big Bang au 16 mars, les acteurs auront largement le temps de pouvoir, au fur et à mesure de l'année 2025, prendre corps vis-à-vis de cette réforme des corévies en CORES. Pourquoi ce changement de nom? Ça a été un sujet largement abordé avec les différents acteurs, des comités de coordination de lutte contre le VIH et des infections sexuellement transmissibles en comité de coordination régionale de la santé sexuelle. Bon, vous n'êtes pas surpris que ce nom, il est avant tout symbolique. Symbolique pour permettre de souligner l'élargissement des objectifs et des missions des CORES dans une approche holistique de la santé sexuelle, dans une approche en fait que vous faites déjà sur le terrain. C'est-à-dire que ce n'est pas la Direction générale de la santé qui réinvente ce que c'est que la santé sexuelle. C'est vous, les premiers acteurs, qui déjà avaient cette approche holistique. Ça vise aussi à replacer la lutte du VIH dans un cadre plus global, finalement en y intégrant d'autres dimensions et d'autres besoins des populations. En aucun cas, ça ne signifie une réduction de l'engagement vers la lutte contre le VIH, dont on sait qu'elle est structurelle de la santé sexuelle et qui reste une mission majeure. C'est d'ailleurs pour cela que dans le décret a bien été conservée cette mention-là dans la description de l'objet même du COREVI. Ça a d'ailleurs été, du CORES, pardon. Ça a d'ailleurs été un point important dont on a discuté avec les acteurs. Il y a finalement deux parties dans ce décret. Une partie qui définit l'objet de ce qu'est le CORES, et c'est là dont on parle de la lutte contre le VIH, et une partie qui définit les missions. Et c'est là où il y a eu aussi une clarification dans ce qui a été fait.
Et bien évidemment, enfin, je le citais en introduction, cette modification du nom, elle répond aussi à la stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 qui porte cette approche globale de la santé sexuelle. Donc, transformer le nom d'Ecorévie, c'est finalement suivre le mouvement qu'on porte collectivement depuis 2017 et notamment depuis les 2 feuilles de route qui ont été mises en œuvre. Et c'est quand même renforcer tout l'acquis et tout l'historique de la lutte contre le VIH pour servir la santé sexuelle comme il nous a jusqu'à présent toujours servi. Quel lien actuel entre les actuels Corévi et les futurs Corès? Alors, comme je vous le disais, les Corès, ils s'inscrivent dans la prolongation des Corévi. Il n'y a pas une transformation qui vise à supprimer l'un pour créer l'autre. Finalement, l'un va servir et va nourrir l'autre. On le sait, la plupart des acteurs des Corévi vont s'investir dans les Corès. Parce que s'il y a une modification majeure, qui est l'élargissement du champ du Corévi qui était auparavant limité à la lutte contre le VIH et les IST, bien étendu à l'ensemble de la santé sexuelle, il y a toujours les acteurs de la lutte contre le VIH et les IST qui pourront et qui seront appelés à faire partie de ces CORES. Il y a une question aussi des missions de coordination. On le sait, les Corévi s'étaient déjà investis, pour une partie d'entre eux notamment, sur cette question de la coordination, sur ces questions des réseaux, sur ces questions de liens au plan hôpital, médecine de ville, CPTS. Voilà, toutes ces missions-là, elles sont appelées à être renforcées, coordonnées avec les autres acteurs qui existent sur les territoires. Ça, c'est vraiment un des objets majeurs de cette réforme. C'est aussi finalement clarifier le rôle du pilotage des ARS vis-à-vis des CORES, qui est bien sûr confirmé dans le cadre de cette réforme pour permettre de mettre en œuvre les missions en fonction des besoins du territoire. C'est là toute la complexité qu'on a finalement vis-à-vis de chacun des textes qu'on peut produire au sein du ministère et vis-à-vis des agences, c'est trouver le subtil équilibre entre un texte normatif qui convient à toutes et à tous et en même temps se donner la souplesse d'avoir un texte qui répond aux besoins et aux spécificités de chacun des territoires. La région Grand Est n'est pas la région Île-de-France, qui n'est pas la région Guyane. Et ça, c'est notre capacité à nous de pouvoir répondre à ces besoins, parfois complémentaires, parfois aussi contradictoires, et pour lequel tout le monde doit s'inscrire. C'est pour ça que les missions mentionnées dans le décret, elles sont bien toutes d'égale importance. Il n'y a pas une mission plus forte qu'une autre, il y en a 5, les 5 sont prioritaires. C'est l'ARS ensuite qui va s'assurer que le CORES puisse s'investir dans chacune d'entre elles, au regard aussi de ses besoins territoriaux et de ses priorités de santé publique. Enfin, spécificité, c'est bien chaque ARS qui va fixer sur son territoire par arrêté le nombre de CORES et leur territoire de référence. Qu'est-ce que je veux dire quand j'explicite ça? C'est que du coup, il y aura bien à minima un CORES par région, ce qui change la donne pour l'ARS Corse et l'ARS Mayotte, qui jusqu'à présent ne disposaient pas de CORES en propre. Elles dépendaient pour les deux du CORES d'une autre ARS, enfin du COREVI d'une autre ARS. Et ensuite, le territoire de référence fait appel au fait que, vous le savez, dans certains territoires, il y a certains Corévi qui sont subdivisés. Je pense évidemment à la région Île-de-France, mais aussi à la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou encore à la région PACA, bien sûr. C'est l'ARS qui sera libre de pouvoir décider de si elle conserve cette structuration, si elle veut finalement la recentraliser ou la subdiviser aussi, le cas échéant. Voilà. En tout cas, ce niveau d'implication réglementaire et du ressort de l'ARS et plus du ressort du ministère qui auparavant était de ce cadre-là. Donc le ministère finalement se désengage de cette complexification normative. Si l'ARS veut décider du nombre de son Corévi, de nombre de CORES sur son territoire, elle le pourra. Les missions principales des futurs CORES. Vous l'avez vu, elles sont toutes les 5 inscrites dans le décret. Je vous l'ai dit, elles sont toutes d'égale importance. Bien évidemment, il faut garder 2 ambitions dans ces 5 missions. C'est appuyer les politiques régionales de santé sexuelle définies dans une approche globale. Ce CORES, il est là pour appuyer justement ces politiques et pour accompagner toutes les politiques régionales de santé sexuelle. Et bien sûr, dans cette approche, inclut la prévention et la prise en charge des IST, dont le VIH, et dans lequel on a rajouté, et c'est peut-être la modification la plus forte vis-à-vis des Corévi, les autres thèmes de la santé sexuelle, que sont les violences sexuelles, les troubles de la sexualité, l'accès à la contraception, et bien sûr les parcours de santé qui peuvent y correspondre. Donc, vous les retrouvez là toutes les 5, telles qu'elles sont écrites dans le décret, mot pour mot, il n'y a aucune modification vis-à-vis du texte que vous avez vu. La première,
coordonner sur leur territoire les acteurs de la promotion, de la prévention, du dépistage et de la prise en charge en santé sexuelle. On est bien dans un continuum de la prévention jusqu'à la prise en charge et on n'essaie pas de séquencer finalement les acteurs entre eux. On sait que vous travaillez collectivement, on sait qu'on peut faire et de la promotion et du dépistage et en même temps de la prise en charge. Voilà, c'est bien comment on donne du sens et on écrit finalement un fil rouge vis-à-vis de tous ces acteurs. Bien sûr, contribuer à la qualité des actions de formation et de promotion de la santé sexuelle, veiller à la qualité et à l'harmonisation des pratiques et des acteurs en charge des parcours en santé sexuelle. Cette troisième partie, cette troisième mission, elle est importante et je vous la donne de manière plus explicitée. On a beaucoup été questionné sur finalement l'apport qu'avait l'éco-révie dans parfois certaines recherches-actions ou certains projets expérimentaux qui permettaient justement d'améliorer les pratiques. Et j'en pense bien sûr à un projet qui a eu un très fort impact dans le cadre de la loi, qui est Au Labo sans ordo, le dépistage du VIH sans ordonnance, dont on sait que les Corévis de la région Île-de-France et du Corévi PACA Est avaient été des membres éminents de cette expérimentation. Cette possibilité, elle s'inscrit dans cette vision de la mission 2 et de la mission 3 qui permet finalement de pouvoir, et dans les actions de formation et de promotion, et aussi dans l'harmonisation des pratiques, de pouvoir être acteur de cette ambition-là. La mission 4, qui est celle, évidemment, pour un certain nombre d'entre vous, qui a posé le plus d'interrogations, c'est la question de la surveillance épidémiologique. Ça a été très clairement dit par tous les acteurs, il fallait que les CORES gardent un poids important dans cette question de la surveillance épidémiologique. C'est pour ça qu'elle est restée, qu'elle a même été précisée, car on a bien précisé la question de la déclaration obligatoire du VIH, c'est dire du coup de son importance dans le cadre de cette réforme, et de marquer aussi l'idée que maintenant, cette question des données régionales utiles au pilotage et à l'évaluation des politiques territoriales en matière de santé sexuelle comprennent bien sûr la question de la DO-VIH, mais pas que. Ce sont toutes les données dans le cadre de l'ARS et dans le cadre de la politique régionale qui pourraient servir à l'élaboration de ces politiques publiques. Et donc, bien sûr, il peut y avoir la question des données autour de la contraception, des questions autour des données des violences sexuelles. Voilà, c'est comment le CORES peut s'investir sur ces sujets-là. Bien évidemment, pas tout seul, parce qu'il y a déjà des acteurs qui sont présents. Bien sûr, Santé publique France pour ce qui est de la DO du VIH, mais aussi les observatoires régionaux de santé qui sont des acteurs indispensables dans le cadre de ces productions de données et qui pourront avoir un lien très fort avec les futurs CORES pour justement servir cette analyse des données et leur utilisation pour les ARS. Et bien sûr, la dernière mission que vous connaissez, c'est concourir par leur expertise et leur animation à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'évaluation des politiques dans le domaine de la santé sexuelle. Ça rejoint ce que je vous ai dit juste avant sur la question des expérimentations et de l'appui aux politiques publiques, que ce soit vis-à-vis des ARS ou dans un cadre plus global. Voilà, donc ces missions, elles sont inscrites dans le décret. Elles reprennent simplement ce qu'on a souhaité faire, conserver les acquis des Corévis, notamment autour de la surveillance épidémiologique, notamment vis-à-vis de la prise en charge qui existait déjà dans le cadre de prise en charge du VIH et des IST, mais pouvoir s'appuyer sur ces acquis pour l'élargir aux autres champs de la santé sexuelle. Je vous le dis déjà, il y a un sujet qui n'est pas abordé parmi ces missions dans le cadre du champ de la santé sexuelle et pourtant qui est abordé dans la stratégie nationale de santé sexuelle, c'est l'IVG. On y reviendra, mais l'IVG n'a pas été compris dans cette réforme pour deux raisons. La première est que globalement, l'IGAS ainsi que les acteurs avaient tous dit leur complexité à intégrer la dimension et tous les enjeux liés à l'IVG dans un futur comité de coordination de la santé sexuelle, alors même que les enjeux sont déjà très forts. S'il vous plaît, coupez bien votre micro. Merci. Alors que les enjeux sont déjà très forts vis-à-vis de tous les autres champs. Par ailleurs, l'IVG est déjà traité dans le cadre des dispositifs spécifiques régionaux en périnatalité, les DSRP, qui sont déjà sous la main des ARS et dont leur mission principale est notamment celle de l'IVG. Donc, pour éviter de faire un millefeuille, n'a pas été ajoutée la question de l'IVG dans le cadre des missions principales des futurs CORES. Alors, combien de CORES pourront être implantés par région? Ça reprend ce que je vous ai dit un peu plus tôt. Il y a au moins un CORES, mais il peut y en avoir plusieurs.
et c'est l'ARS qui pourra déterminer le nombre et l'implantation géographique des CORES sur son territoire en fonction des besoins spécifiques de sa région. Vraiment, le ministère n'a plus de mots à apporter sur cette délimitation-là, et toutes les ARS seront libres de s'organiser comme elles le souhaitent. À quelle population doivent particulièrement veiller les CORES? C'est toujours un sujet compliqué et Dieu sait qu'on y a beaucoup réfléchi, notamment sur la question des populations vulnérables, hein, telles qu'elles ont été citées dans le décret, parce que pour nous, c'est un enjeu majeur, hein, cette question des populations vulnérables en santé sexuelle. Finalement, elles sont en cohérence avec celles de la SN2S. Les populations que vous voyez citées là, ce sont les populations définies dans le cadre de la stratégie nationale de santé sexuelle. Tout d'abord, les jeunes, parce que c'est l'axe 1 de cette stratégie, ce sont les jeunes. Donc finalement, c'est assez évident que les CORES puissent s'investir sur cette dynamique-là des jeunes. Je sais que la question de la tranche d'âge est souvent posée sur les questions des jeunes. Vous imaginez que globalement, lorsqu'on pense une politique publique à destination des jeunes, en tout cas au sein du ministère, notre borne d'âge va généralement à minima jusqu'à 25 ans, considérant que c'est cette population-là, dans sa globalité, mineure et majeure, qui a les plus grands besoins en termes d'accompagnement, de promotion, d'information, d'aide à la prise en charge aussi de certains soins, que ce soit du dépistage ou des prises en charge plus complètes. Après, on n'a pas fixé de bande, on va dire, intangible sur ce que pourraient être les jeunes, mais c'est globalement comme ça qu'on les pense. Bien sûr, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, les HSH, les personnes trans, les personnes en situation de prostitution / travailleurs et travailleuses du sexe, les usagers de drogue, les personnes placées sous main de justice, les populations migrantes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes souffrant d'une maladie chronique et les femmes ayant des rapports sexuels avec d'autres femmes. Voilà les grandes populations telles que nous, on les a définies dans la SN2S. Encore une fois, elles ne sont pas exclusives les unes des autres. Elles sont d'ailleurs en plus, souvent, elles se recoupent en termes de besoins, en termes de particularités qui nécessitent une approche un peu différenciée. Et libre aux CORES en lien avec les ARS de peut-être appuyer une politique ou un besoin en particulier selon son approche, encore une fois, populationnelle et ses besoins territoriaux. Nous, on définit une liste parce que c'est la liste qui existe dans la SN2S. Elle n'empêche pas d'aller chercher d'autres besoins s'ils répondent à des ambitions particulières en termes de santé sexuelle sur le territoire en question. Le financement des CORES. Je vous le redis si jamais ce n'était pas assez connu, hein, les Corévies actuelles sont financées par les ARS dans le cadre du Fonds d'intervention régional, le FIR. Le mode de financement sera exactement le même pour le cadre des CORES. Ce sera toujours un montant qui sera attribué par l'ARS, pour l'instant sur la base des financements existants. J'entends que les missions ont changé, voire même ont augmenté par rapport aux Corévies actuelles. Il y a un travail qui va devoir être mené sur la question de la modélisation de ces missions et finalement de leurs coûts, et on en a bien conscience, et ça, c'est un autre sujet qui est encore à construire au sein du ministère, évidemment en partenariat et en lien avec les agences régionales de santé qui vont devoir faire ces attributions. Mais pour l'instant, en tout cas, il est clair et net que le montant sera celui qui était attribué dans le cadre du fonds d'intervention régional. Cette délégation annuelle ou pluriannuelle, d'ailleurs, ce sont les ARS qui le décideront. Elle se fera bien sûr en fonction des objectifs qui seront fixés dans le conventionnement entre le CORES et l'organisme porteur. Nous reviendrons juste après sur la question de l'organisme porteur. Mais vous voyez, cette question du conventionnement, elle a elle aussi été gravée dans le cadre du décret, que c'est bien le conventionnement qui permettra d'établir le fonctionnement et évidemment la délégation de crédit afférente. Rien d'ailleurs de nouveau, parce que beaucoup d'entre vous étaient déjà sous un système de conventionnement, de COP, avec les ARS. Les membres des CORES, qui sont-ils? Eh bien, finalement, ils sont ceux en lien avec les missions. Donc, c'est bien sûr des représentants des acteurs qui interviennent dans la promotion, la prévention, le dépistage et la prise en charge de la santé sexuelle, donc bien sûr avec la dominante de la surveillance épidémiologique. Donc, ça inclut forcément un élargissement des acteurs, des types de membres, des institutions qui pouvaient finalement être partie prenante. Il y aura un effort important de veiller à cet équilibre dans la représentation des différents champs de la santé sexuelle pour garder cette approche globale. Quant aux modalités de nomination de ces membres par l'ARS, elles seront définies par arrêté. Ça rejoint ce que je vous ai dit en début de réunion.
auparavant définies dans le décret. On a décidé de redescendre d'un cran pour des questions, encore une fois, de flexibilité et d'adaptation, et aussi de meilleure mise en cohérence finalement vis-à-vis des besoins des ARS et de leur capacité à pouvoir trouver des membres et des acteurs qui pourraient faire partie de ces CORS. Cette question de la capacité à, elle se retrouve aussi dans la question de l'équilibre. Vous le saviez peut-être, dans le cadre des Corévis, il y avait des nombres très précis par type de membres et par type de catégorie de personnes qui devaient faire partie des différents collèges. À ce stade, en tout cas, dans le décret, a bien été supprimé toutes ces règles assez contraintes, notamment pour des territoires qui n'auraient peut-être pas toutes et tous la densité de professionnels de santé, d'acteurs associatifs qu'il pourrait y avoir dans les régions, évidemment, les plus peuplées, et vous savez bien auxquelles je fais référence. Voilà, donc ça, cette flexibilité-là, elle rejoint, comme d'habitude, dans tout ce que je vous ai dit, cette ambition de donner de la souplesse à un modèle qui fonctionne. Donc, comment fonctionneront les CORES? Ils fonctionneront, du coup, bien sûr, en appui de l'ARS et en collaboration avec l'ensemble des acteurs régionaux de la santé sexuelle et de la lutte contre les violences sexuelles telles que définies dans le décret, en cohérence avec les politiques nationales et territoriales de santé sexuelle. Et donc, quand on dit en collaboration avec l'ensemble des acteurs, ça veut bien dire qu'il faut réussir à créer un peu ce réseau inclusif et complet pour répondre aux différents besoins des populations et notamment les plus vulnérables. C'est donc, et ça a été cité pour certains d'entre eux, notamment les DSRP, notamment les services experts de lutte contre les hépatites virales, réussir à nouer des liens, à faire des partenariats, à s'assurer que rien ne sera oublié. Voilà, c'est sûr que c'est un des points majeurs si on veut s'assurer que la coordination fonctionne et fonctionne de manière pérenne. Alors, c'est un sujet majeur et c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans le cadre de la réforme et de son entrée en vigueur du 15 mars, celui des ressources humaines. Premièrement, et vraiment avant toute chose, je sais bien que toute réforme implique forcément une part d'anxiété, d'inquiétude sur le devenir des personnes qui travaillent au sein des Corévis actuels. Je vous assure que cette réforme ne se fera pas sans l'accord des personnes qui travaillent actuellement dans les Corévis, sans accompagnement, et elle ne se fera pas avec une casse sociale vis-à-vis de ces mêmes personnes. C'est bien pour cela qu'on a décalé le maximum dans le temps la mise en œuvre de cette réforme au 15 mars. Et c'est bien pour ça que je vous dis aussi qu'au 15 mars, il n'y aura pas un Big Bang qui, d'un jour un seul, supprimerait tous les contrats des personnes concernées. C'est ce message-là qu'on a porté et qu'on porte collectivement avec nos collègues des agences régionales de santé qui partagent bien sûr cette idée d'accompagnement dans le temps. On sait qu'il va devoir y avoir une réorganisation. On sait qu'une partie des personnels vont peut-être devoir se former, vont peut-être devoir apprendre de nouvelles compétences ou être réorientés parce que les évolutions des missions font que, notamment la mission épidémiologique, va certainement diminuer pour un certain nombre de CORES, enfin ex-Corévis, dans le cas de la part des ressources humaines. On en a bien conscience, mais c'est cet accompagnement-là qui va se faire dans le temps long. C'est vraiment ce qu'on a partagé avec les ARS, c'est ce qu'on va continuer à partager avec la FHF dans le cadre de ce dialogue voilà, qu'on a de manière très permanente avec eux pour s'assurer que ce soit bien le discours qui soit transmis au sein des établissements de santé pour que rien ne soit fait dans la précipitation. Je sais que nous avons été sollicités, notamment par les acteurs du GIN avec qui nous sommes en étroite collaboration, sur des informations contradictoires vis-à-vis de ce sujet-là, des informations qui, évidemment, vont dans ce sens, d'une plus grande anxiété, avec des contrats qui n'iraient pas jusqu'au bout après le 15 mars, voilà, ou beaucoup d'interrogations. On va, nous, ministère, essayer d'apporter le plus d'éléments tangibles possibles pour desserrer cet étau vis-à-vis de la gestion des ressources humaines au sein des Corévis pour justement s'assurer que cela se fasse dans le calme, le plus complet. On va accompagner cette réforme, il y aura des évolutions, mais ça va se faire tranquillement et avec les personnels concernés, pas sans eux. Si on fait cette réforme sans eux, ça sera une réforme qui sera un échec. Et on en a parfaitement conscience. Donc, c'est un des points majeurs sur lesquels on est très attentif avec les ARS. Et j'ai parfaitement confiance avec nos collègues qui sont sur le terrain et qui accompagnent les Corévis pour s'assurer que tout cela se passe dans les meilleures conditions possibles. Pourquoi rejoindre l'Ecorest? Et donc finalement, cette partie-là, elle est plutôt destinée aux nouveaux acteurs finalement qui pourraient intégrer l'Ecorest. C'est tout d'abord
tout simplement permettre à chaque acteur de la santé sexuelle de participer à l'amélioration de celle-ci sur son territoire. C'est lui donner l'espace pour s'inscrire dans cette coordination des différents acteurs de la santé sexuelle, pour favoriser des parcours, des prises en charge complètes, respectueuses de chacun, prenant en compte aussi les besoins de chaque population vulnérable. C'est bien sûr enfin, et on l'espère vraiment parce que ça a été inscrit dans le décret, contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et favoriser le développement d'un réseau de soins en santé sexuelle pour répondre aux besoins locaux en santé sexuelle. Voilà, ça, c'est vraiment un besoin important et j'invite vraiment tous les acteurs qui, auparavant, peut-être ne se retrouvaient pas dans les Corévis, mais vont peut-être mieux se retrouver dans les Corès, à s'investir auprès de ce nouveau comité dans l'ambition de servir leur population et les territoires dans lesquels ils habitent. Et ça s'adresse tout autant aux professionnels, aux acteurs de questions de troubles ou de la sexualité, ou encore aussi de sexologie, de violences sexuelles, bien sûr de la contraception. Voilà, je pense que c'est vraiment l'ambition de ce CORES, c'est de prendre la place qui est la sienne dans les champs de la santé sexuelle et libre à eux vraiment de s'investir sur ces thématiques-là. Je vous l'ai dit, du coup, ça implique forcément des partenariats. Les 3 partenariats que j'ai cités auparavant, qu'on remet ici dans cette slide, c'est bien sûr les dispositifs spécifiques de réseau en périnatalité. Ceux-là, ce sont ceux qui ont à charge la question de l'IVG, donc c'est bien pour ça qu'il n'est pas nommé dans le décret vis-à-vis des CORES. Les services experts de lutte contre les hépatites virales, bien sûr avec la question de la prise en charge pour les personnes qui ont une hépatite, et les cellules régionales de Santé publique France pour toute la question de la surveillance épidémiologique. Cela, on va dire, c'est le socle minimal pour s'assurer d'une bonne coordination, en tout cas sur les principales missions des CORES. Cependant, si on veut imaginer que le CORES puisse prendre toute la place qui est la sienne dans le cadre de ses missions, on peut bien sûr aller étendre les différents types de partenariats vis-à-vis du territoire, que ce soit vis-à-vis des territoires, des partenariats institutionnels, autant vis-à-vis de l'éducation nationale que vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, si on parle des personnes placées sous main de justice. Voilà, c'est aller chercher tous les réseaux, tous les acteurs qui déjà travaillent finalement sur ce champ et qui pourraient agir avec vous dans le cadre de ce comité. Les relations entre les CORES et les ARS. Alors, je vous l'ai dit, les ARS vont établir une convention avec les organismes porteurs des CORES. Je reviendrai juste après sur ces fameux organismes porteurs. Définissent la mise en œuvre des missions des CORES en fonction des besoins nationaux et surtout régionaux, finalement. Décident du budget alloué aux futurs CORES en fonction de la mise en œuvre des missions attribuées et des objectifs qui sont fixés, et nomment les membres des CORES, tel que d'ailleurs c'était le cas dans le cadre des Corévis. Tous ces points-là vont être mieux définis, notamment le dernier, dans le cadre de l'arrêté. Et encore une fois, malheureusement pour vous, en tout cas, nous ne l'aborderons pas aujourd'hui, car les travaux sont encore en cours. La question des établissements porteurs. Ça a été un sujet largement aussi débattu et expertisé de notre côté. Vous le savez, les Corévis, jusqu'à présent, étaient portés forcément par un établissement public hospitalier. C'est peut-être une des plus grandes évolutions que nous avons essayé d'apporter dans ce décret, c'est la suppression de l'obligation d'être porté par un établissement public hospitalier. C'est une solution qu'on aurait peut-être préféré encore mieux s'il avait pu exister des statuts juridiques ad hoc. Finalement, le Corévi, en tant qu'OVNI de la santé sexuelle, mais OVNI dans le bon sens du terme, qui nous permet de pouvoir faire plus de choses que ce qu'on pourrait faire dans d'autres champs, n'a pas le statut juridique le plus facile à mettre en œuvre. Il a donc été laissé libre choix à l'ARS de rester au sein de l'établissement public hospitalier ou de définir un autre statut juridique si tel était son choix. Nous considérons que c'est l'ARS qui peut vraisemblablement le mieux décider de ce qui sera le plus fonctionnel sur son territoire. Néanmoins, cela étant dit, bien sûr que les établissements de santé vont rester des acteurs majeurs de la santé sexuelle et qu'ils seront à ce titre représentés au sein des CORES. Voilà, donc on sait que c'est un sujet qui est encore en cours de discussion au sein des ARS dans le cadre de cette réforme.
Je ne doute pas que dès que l'arrêté ça sera stabilisé en lien avec elle d'ailleurs et tous les acteurs qui participent à la réforme et la mise en œuvre de cet arrêté du cahier des charges, très rapidement, il y aura une position pour pouvoir justement établir la mise en œuvre de cette réforme. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop rapide dans les différentes slides que j'ai abordées. Je vous remets ici l'adresse fonctionnelle du bureau SP2 pour laquelle vous pourrez nous adresser un message si même il y avait des questions complémentaires. Encore une fois, cette présentation reprend les questions de l'AFAQ qui sont publiées sur le site du ministère. Je sais, le site du ministère a beaucoup de bugs en ce moment et n'est pas hyper fonctionnel. Ça a bien été pris en compte parmi les services informatiques au sein du ministère et on essaye de résoudre ça le plus vite possible. J'ai pas eu le temps de regarder pour voir si ça fonctionnait un peu mieux. J'espère que c'est le cas. Mais sinon, on peut dans tous les cas vous répondre à cette adresse fonctionnelle. Cette présentation, du coup, était filmée. Donc, si jamais il y avait des oublis ou des choses qui n'étaient pas complètement partagées, bien comprises, vous pourrez bien sûr revoir en espérant avoir été assez clair dans ma présentation. Et on a encore une petite dizaine de minutes. Je peux du coup prendre certaines questions si vous voulez. Je vous invite peut-être à lever la main et on va essayer d'y répondre. Peut-être je peux commencer. Olivier Pollard à Grenoble. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, tout à fait. C'était une question par rapport à la stratégie. Une grande partie des acteurs n'étaient pas encore avec l'éco-révie jusqu'à présent. Je pense par exemple au monde du handicap. Je pense aussi souvent au rectorat, par exemple. Et donc, il y a différents des acteurs qui vont être très intéressants à contacter pour travailler dans le champ des CORES. Comment anticipez-vous que dans chaque région, ces prises de contact vont se passer? Est-ce que c'est un peu comme on a commencé à le faire ou comme on envisage de le faire pour l'arc alpin? Chaque Corévie doit contacter les différents acteurs qui lui paraissent pertinents pour les mettre dans la boucle de mise en place du CORES d'ici mars? Ou bien est-ce que ce sont les ARS qui doivent faire le go-between, contacter chacun de ces acteurs qui historiquement n'étaient pas jusqu'à présent dans les Corévies, et ils sont très, très, très nombreux ces acteurs, hein. Quand on voit la liste des populations d'une part et les champs d'intervention nouveaux d'autre part des CORES, il y a de très, très nombreux acteurs qui n'étaient pas encore dans le champ des Corévies et qui vont rentrer maintenant que ce seront des CORES. Est-ce que c'est les ARS qui doivent contacter toutes ces différentes parties prenantes, ou bien est-ce que c'est les Corévies, entre guillemets, pendant leur durée de vie encore jusqu'en mars, qui doivent le faire? Ah ben, finalement, c'est et en fait. C'est-à-dire que c'est un travail collaboratif, mais je ne prendrai pas la parole pour les agences qui seront le mieux placées pour pouvoir répondre à leur organisation. Mais c'est-à-dire que évidemment que les Corévies actuels, s'ils ont la capacité de pouvoir aller chercher les nouveaux acteurs qui n'étaient pas présents dans les futurs CORES, bien sûr que ce sera, à mon humble avis, toujours bon à prendre pour les agences régionales de santé de s'appuyer sur cette ressource pour pouvoir constituer les futurs CORES. Et en même temps, les agences, bien sûr, sont les premières concernées dans la mise en œuvre de ce CORES. Et c'est bien pour ça qu'on essaye de faire au plus vite et au mieux pour finaliser cette question de l'arrêté du cahier des charges avec tous les acteurs concernés, pour leur donner cette capacité d'organisation, de savoir comment elles vont aller chercher tous les acteurs, et vous avez raison, ils sont nombreux, pour aller chercher la constitution de ces futurs CORES. Mais en fait, vis-à-vis de votre question, elle est, pour le coup, vis-à-vis de notre sujet, qui est la question du décret, un peu en amont finalement des travaux, parce que tout ça, ça va être discuté dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme qui aura plutôt lieu dans le cadre du premier trimestre 2025, certainement avec la note d'information qu'on va produire vis-à-vis des ARS pour leur donner un aiguillage sur la mise en œuvre de cette réforme. Donc, je ne pourrais pas vous dire beaucoup plus de choses sur ce sujet-là. Madame Vigée, parce que j'ai vu que vous étiez la première à avoir levé la main. Magali Vigée. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Tout à fait.
Bonjour, Magali Vigé, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes dans le Nord. Donc, nous sommes placés auprès des préfets départements. Nous sommes les services déconcentrés des droits des femmes, fonctionnellement rattachés à la DGCS. Donc, nous pilotons toute la politique de l'État en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes, donc notamment les violences sexuelles. Et nous avons aussi un dispositif que nous finançons sur le BOB 137 qui est les EVARS, les espaces de Tout à vie fait. affective, relationnelle et sexuelle. Mhm. Quelle est la coordination entre les différents services déconcentrés de l'État, donc en l'occurrence les ARS et les délégués aux droits des femmes et à l'égalité sur ce sujet, et que deviennent les EVARS? Comment ils s'inscrivent dans ce nouveau dispositif? Alors, votre réponse et votre question est très intéressante. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais parmi les acteurs qu'on a évidemment sollicités pour cette réforme est le service du droit à l'égalité, du droit et de l'égalité femmes-hommes au sein de la Direction générale de la cohésion sociale, qui ont bien sûr été associés à cette réforme. Tout d'abord, ça fait partie des enjeux, et vous l'avez dit, c'est comment les CORES, en lien avec les ARS, vont pouvoir créer ces partenariats avec les directions départementales et sur ce sujet-là. Finalement, vis-à-vis des EVARS, entre guillemets, rien ne change. C'est-à-dire que nous, on ne touche pas aux missions des EVARS, on ne touche pas à leur organisation, on ne touche pas à leurs liens, mais c'est plutôt, par contre, comment on peut, dans le sens de cette réforme, c'est comment on peut s'assurer que les EVARS soient peut-être le mieux possible intégrés à la galaxie de la santé sexuelle et que le cas échéant, les partenariats soient faits, soient noués entre EVARS, CEGID, centres de santé sexuelle, parce qu'il y a évidemment la question des centres de santé sexuelle à compétences départementales. Enfin, donc, c'est un subtil équilibre qui n'est pas évident. Vous citez tout à fait la question des violences sexuelles qui dépend d'une direction particulière et d'un autre ministère. La question des centres de santé sexuelle dépend carrément d'une autre collectivité. Donc, on est encore sur des enjeux différents en termes de mise en relation et mise en réseau. Je ne pourrais pas vous dire comment ça va se passer. C'est un peu la construction qui va se faire selon les territoires. Par exemple, je sais que sur certains territoires, il y a déjà des structures qui sont finalement habilitées des trois, qui sont CEGID, EVARS et Centre de santé sexuelle. Donc forcément, les partenariats, entre guillemets, sont déjà noués, sont déjà faits. Ça peut-être pas exactement le cas sur mes territoires, et peut-être que d'ailleurs des territoires n'auront pas ce besoin-là. Donc c'est justement un peu cette construction et cette finesse qui va être à avoir et qui sera d'ailleurs précisée dans l'arrêté. Donc finalement, cette question de l'état des lieux, en fait. De quoi on part sur le territoire? De quoi avons-nous besoin? Quel est l'état des connaissances et des réseaux entre les acteurs? Et comment, du coup, on peut tisser des liens s'ils n'existent pas actuellement? Madame Monet-Oel. Je suis Anne Manuel, je suis la déléguée territoriale de promotion santé Isère. J'avais deux questions. La première, rapide, c'est qu'on se dirige vers un budget d'austérité avec des demandes d'économie. Est-ce que vous envisagez du coup des baisses de financement, y compris pour les futurs CORES? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que vous avez mentionné le rapport IGAS comme une des sources de réflexion pour la réforme et sur lequel vous vous êtes basé. Or, le rapport IGAS, il recommandait que les Corévis restent centrés sur les missions de coordination VIH et IST et pas qu'on élargisse à la santé sexuelle. Donc, je le mettais dans le chat, c'est la recommandation 7. Pourquoi est-ce que vous avez pris du coup une décision qui est contraire au rapport de Alors, l'IGAS que vous aviez déjà financé? Merci. Alors, le rapport de l'IGAS est une source de recommandation. Il n'est pas une application pure et précise de ce qu'on doit faire. Sinon, finalement, on pourrait dire à l'IGAS de faire nos politiques publiques et ce serait tout aussi facile. On ferait de sacrées économies de ressources humaines. Donc, le rapport IGAS est là pour nous donner des idées, nous donner des clés. Après, vous le savez bien, parce que d'ailleurs, on a échangé de nombreuses fois, la construction de ce décret, elle s'est faite avec les acteurs concernés, avec les agences régionales de santé, avec les acteurs du GIN, avec d'autres acteurs d'ailleurs concernés dans le cadre de la santé sexuelle. Donc, bien sûr que le rapport de l'IGAS est une source, ce n'est pas la Bible de la santé sexuelle. Et donc, du coup, à nous maintenant, sur cette base, de s'adapter et de voir comment on fait pour répondre au mieux possible à tous les besoins. Ça, c'est sur le rapport de l'IGAS. Sur le deuxième point, vis-à-vis de l'austérité dont vous parlez, alors déjà, moi, je n'ai pas à me prononcer sur l'austérité en tant que telle parce que le fonds d'intervention régionale, sa base, donc c'est-à-dire les financements tels qu'ils existent pour l'éco-révis, mais pour tant d'autres choses vis-à-vis des ARS, n'est pas touché par cette austérité. Néanmoins, donc c'est pas à nous
de décider finalement s'il y a austérité ou s'il y a abondement finalement des crédits. En tout cas, rien n'a été décidé en ce sens au sein du ministère. Et quant au fonds d'intervention régionale, il est à la libre disposition des ARS et des agences du coup. Et donc c'est elles qui disposent des moyens qui sont dédiés dans le cadre des besoins en parfaite autonomie. Ouais, donc vis-à-vis de cette question d'altérité, c'est une non-problématique à ce stade nous concernant. Alors, Madame Ouandi, si je ne me trompe pas, pardon, si j'ai... Bonjour. En fait, ce n'est pas Madame Gourdier qui va parler, c'est Olivier Bouchot, parce que je me suis réfugié dans le bureau de la coordinatrice pour assister à ce webinaire. Je suis le président du Corévi Île-de-France-Est. Je voulais juste d'abord dire en premier que je trouve que cette réforme va vraiment dans le bon sens parce que enfin on aborde la santé sous un axe transversal et pas sous un axe en silo. Donc à titre personnel, je trouve que ça va vraiment dans le bon sens. Néanmoins, comme on voit, quand on voit l'extension du périmètre, les différentes populations qui concernent cette évolution, parce qu'en fait, quand on les prend les unes après les autres, on couvre, notamment avec les maladies chroniques, pratiquement la moitié de la population française, avec des moyens dont on comprend qu'ils vont être stables au moins sur le moyen terme et pas augmentés. Et alors que dans votre présentation, vous avez insisté sur le fait que toutes les missions qui ont été identifiées dans le décret doivent être traitées à part égale, ça paraît, avec les moyens actuels, complètement impossible de pouvoir réaliser toutes ces missions, même si dans l'absolu, ces missions ont tout un intérêt qui n'est absolument pas contestable. N'oublions pas que la collecte de données épidémiologiques telle qu'elle l'est actuellement est étendue aux autres périmètres des CORES, représente déjà un temps considérable pour le personnel des futurs CORES. Donc ma question est la suivante. Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent, pour éviter de survoler tout et de ne rien traiter en profondeur, est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de définir chacun avec nos ARS respectives des axes prioritaires sur lesquels on se mettrait d'accord pour intervenir avec un petit peu plus de profondeur et avec un vrai impact, plutôt que d'essayer de tout faire et forcément de le faire mal. Alors, vous avez parfaitement raison et j'ai peut-être pas été assez clair et je m'en excuse. Évidemment, toutes les missions doivent être menées par chacun des CORES dans le cadre des relations qu'ils auront avec les ARS, mais bien sûr qu'il y aura une priorisation à faire. Et ça, c'est les ARS qui seront en capacité, en lien avec les acteurs des futurs CORES, de définir quelles sont les priorités et où est-ce qu'il faut s'investir. Ça, c'est absolument essentiel et évident, même si je nuancerai encore le propos en disant que on a encore ce travail à faire de modélisation, d'imaginer finalement combien, entre guillemets, je vais dire ça comme ça prosaïquement, ça coûte de pouvoir mettre en œuvre une telle structure, avec peut-être la dernière nuance qui est de dire que sur toutes les populations qu'on a citées, c'est bien en rapport avec leurs besoins en santé sexuelle. On ne sera pas là pour traiter tous les besoins de toutes ces populations-là, parce qu'en effet, sinon, ça peut concerner beaucoup de monde. C'est leur lien avec les politiques publiques de santé sexuelle. Mais on vous rejoint complètement. Il est 13h30, donc je vais prendre une dernière question, celle de Madame Lamant. Juste avant que je vous passe la parole, Madame Lamant, 2 points sur toutes les questions du chat, parce que j'ai compris qu'il y en a eu énormément. Alors moi, je n'ai pas pu les regarder et je m'en excuse parce que je faisais la présentation. On va apporter une réponse écrite. Par ailleurs, si on remarque que c'est des questions qui, en plus, peuvent avoir un intérêt pour aider à la compréhension de la réforme, je ne vous l'ai pas dit en introduction et je m'en excuse, la FAQ est bien sûr susceptible de modification pour pouvoir justement comprendre vos ajouts qui sont en lien avec ce webinaire et donc ajouter des questions. Et d'ailleurs, cette FAQ va être évolutive parce que le cas échéant, lorsque l'arrêté sera publié, il y aura bien sûr de nouvelles questions qui seront abordées et donc de nouvelles informations qui seront transmises. Voilà. Madame Lamant, je vous laisse la dernière question, j'y répondrai et après je clôturerai le webinaire. Oui, bonjour, merci. Ça rejoint un peu les 2 dernières questions et le commentaire que vous venez d'apporter par rapport au financement et au fait d'avoir une modélisation financière, ce qu'il y avait jusque-là, qui était plus adapté, mais ce qu'il y avait au moins pour poser un socle de financement au Corévi et qu'on n'a plus aujourd'hui dans les CORES.
Et comment ça se passe lorsque sur une région, le projet régional en santé sexuelle est quasi inexistant? Ça laisse à penser, en tout cas, à des baisses de financement, et notamment quand la politique régionale va déjà dans ce sens-là pour les autres acteurs de la santé sexuelle qu'il y a, et je parle par exemple de notre territoire en Nouvelle-Aquitaine. Comment s'assurer d'un minimum qui nous permette de continuer à assurer toutes ces missions, et d'autant plus larges et plus étendues aujourd'hui? Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible tout en étant assez honnête sur le fait qu'on est ici au bureau de la santé sexuelle au sein de la Direction générale de la santé du ministère. C'est pas nous qui définissons les politiques publiques de santé au sein des territoires, ce sont bien les agences régionales de santé. Néanmoins, c'est pas parce qu'une agence n'a pas prévu dans son PRS, son projet régional de santé, un chapitre santé sexuelle que ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas s'y investir. Au contraire, d'ailleurs, le but de réformer les Corévies en Corrèze et de restructurer leur mission et leurs ambitions, c'est bien d'asseoir cette priorité qu'est la santé sexuelle. Sinon, une autre option aurait pu être de les supprimer, qui n'est évidemment pas la question que nous voulions faire ici. C'était bien sûr de renforcer leur positionnement vis-à-vis des ARS. Après, le minimum à attendre, finalement, c'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que ces missions, il va falloir les faire. Donc, il va falloir que le CORES s'y investisse. Et pour que le CORES s'y investisse, il va falloir que l'ARS lui donne les moyens, à minima, de pouvoir les suivre, ces missions. Alors, avec certainement un besoin de priorisation, avec certainement un besoin de modélisation, avec certainement parfois des choix à faire, on n'en doute pas, mais néanmoins, le décret rend liant l'applicabilité de la mise en œuvre de ces missions. Donc, une fois qu'on aura publié les derniers textes, qu'on aura accompagné les agences pour mettre en œuvre cette réforme, bien sûr qu'il va y avoir ensuite un suivi à faire de la part du ministère pour voir et s'assurer que les agences ont pu bien mettre en œuvre tel que les textes réglementaires l'imposent. Et le cas échéant, si ce n'est pas fait, on ira regarder, voir comment on peut accompagner, résoudre peut-être les problèmes et les difficultés. Mais néanmoins, l'Agence régionale de santé reste la déclinaison, finalement, la mise en œuvre de toutes nos politiques publiques, bien au-delà, évidemment, du seul champ de la santé sexuelle. Mais le fait qu'on soit sur un décret et sur un texte juridique rend de fait les missions liantes dans leur mise en œuvre et dans leur application sur tous les territoires. Enfin, j'espère avoir été le plus clair possible. Je vous remercie en tout cas pour votre participation très, 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 très nombreuse. Du coup, on va essayer de répondre au mieux à toutes les questions du chat pour avoir les réponses le plus possible. Et de toute façon, les travaux continuent en lien avec le groupe de travail sur la construction de l'arrêté du cahier des charges. Et attention. Et on reviendra ensuite vers vous dans le cadre des futures échéances sur les CORES, avec, on espère, une publication avant la fin de l'année des derniers textes, pour ensuite une bonne application et une mise en œuvre des premiers projets de cette réforme dans le premier trimestre, avec toute cette date qu'on a, qui est celle du 15 mars, mais qui n'est pas une date fatidique, qui est une nouvelle perspective. Voilà, merci à tous pour votre participation et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.